choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. N'oublie pas, je ne t'offre que la vérité, rien de plus. Bonjour tout le monde, bonsoir. Salut à tous. Hello. Bienvenue dans cette nouvelle dévolution, la 6e d'une série de on ne sait pas combien. On espère 7. Cette fois, on a emmené parmi nous, juste là, un enfant de 6 ans. Parce que c'est tellement simple ce qui se passe aujourd'hui, en fait, que même un enfant peut vous l'expliquer. Et c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. Bonjour. Allez, Rudy, raconte-nous ce que tu nous as raconté tout à l'heure. Comme vous disiez les gars, avant qu'on commence l'émission, ma femme aime ça et puis elle a la priorité sur vous. Donc voilà. Bon. Donc d'évolution 6, on commence tout de suite, puis on essaie de boucler ça en 45 minutes, et puis après, bon. Alors, d'évolution 6, je pensais qu'on pouvait s'abstenir de la faire d'évolution 6, parce que quand je lisais le début de l'article, en fait, c'était plein de choses qu'on avait déjà couvertes, le Spygate et compagnie. Je me suis dit, bon, voilà, c'est des redites, et puis non, en fait, il y a énormément d'informations qui sont mises à disposition sur un acteur, qui est l'acteur central dont on va parler aujourd'hui, qui est la société CrowdStrike. Alors moi, CrowdStrike, au début, c'était vraiment un sujet que je connaissais mal, j'arrivais pas bien à les placer sur l'échiquier, je pensais que c'était un truc style financement participatif, en fait. Ouais. On dirait, à cause du nom, on dirait que c'est ça. Tu peux même exceptionnellement éloigner un poil ton micro. Voilà, parfait, okay. Nickel, super, génial. Donc donc c'est pas du tout du financement participatif, même si le nom peut le laisser indiquer. Donc CrowdStrike, pour ceux qui parlent pas anglais, crowd ça veut dire la foule, et strike en grève ou en lutte ou quelque chose comme ça. Donc ça donne un côté très lutte populaire, mais ça n'a rien à voir avec ça. Comme quoi, faut pas s'arrêter juste au nom. D'ailleurs, il y a eu une erreur ici. C'est pas d'évolution 11, c'est d'évolution 6. Je vais corriger ça. Donc, et avant de commencer, on fait un petit rappel sur le Spygate. Donc ça, c'est déjà des choses dont on vous a parlé. Le Spygate. En gros, voilà, Durham a sorti des documents. Dans ces documents, ce sont des actes d'accusation qui concernent ce monsieur-là, qui s'appelle Michael Sussman, de la compagnie Perkins & Coie. Et donc, en 2 mots, qu'est-ce qui s'était passé? Le parti démocrate et la campagne d'Hillary Clinton ont donné de l'argent à Perkins & Coie, donc Michael Sussman, Mark Elias, mais c'est surtout Sussman là qui est sous les feux des projecteurs, qui eux-mêmes ont donné de l'argent à Fusion GPS, la société menée par monsieur Glenn Simpson, qui ont acheté le dossier Steele à Christopher Steele, un agent du renseignement britannique, dont on sait aujourd'hui que les informations qu'il a mis dans son dossier, c'était des informations qui lui venaient de où? Du Parti démocrate. Tout ça pourquoi faire? Pour faire mal paraître Donald Trump dans un contexte électoral en 2016 où Hillary Clinton était très très embêtée par les révélations qui venaient d'être faites sur ses emails. Moi, je vais profiter de cette opportunité-là pour dire que Hillary Clinton, elle nous montre déjà dans cette histoire-là à quel point c'est quelqu'un qu'il ne faut pas la prendre au sérieux, parce que tu peux pas t'appeler Hillary Clinton candidate présidentielle et avoir un avocat qui s'appelle Sussman d'une compagnie qui s'appelle Perkins & Coie. Non, Coit. Tu peux... vous aimez bien les jeux de mots, les gars. Ouais, baisse un peu le gain, Rudy, parce que là, t'es en mode... C'est Jean-Michel Satur. Allez, non, pardon, il fallait, parce que tu dis couille, c'est koi avec un O. Je sais pas, quand les émissions américaines que je regarde, ils disent Perkins Coie. Je sais pas comment ça se prononce personnellement, ouais, c'est pas très important. Mais par contre, justement, c'est là, le complot, il est là, en fait. Donc pour faire le point sur ces histoires de Spygate et compagnie qui sont vraiment des choses très importantes et qui sont déjà en train de sortir, mais là on est au début, là on est dans la phase d'échauffement, ça va prendre de plus en plus d'ampleur dans les semaines et les mois qui viennent. Échauffement, c'est quand même la compagnie d'avocats de Hillary Clinton qui s'est occupée de sa campagne électorale. Hein. Ouais, on n'est pas très loin non plus. Hein.
Non, mais je veux dire, mettez-vous au courant. C'est ça que je dis aux gens qui nous regardent et qui savent pas de quoi je parle. On vous en a parlé, on vous a fait une pilule rouge. Vous avez les liens, hein, une pilule rouge sur l'enquête du RAM, un gros article sur le Spygate. Donc, si jamais vous cherchez de l'information, allez voir ça. C'est un sujet qu'on a massivement couvert depuis des mois maintenant, et voilà, et qui est dans l'actualité. Donc, on est bien content que l'actualité nous donne raison. Oh oui. Donc ça, c'était le petit rappel. Et donc, on revient sur le rapport du RAM et l'acte d'accusation de Sussman. Et qu'est-ce qu'il nous dit? En fait, Sussman, nous dit l'acte d'accusation, a agi pour le compte de clients spécifiques. Parce que c'est ça qu'on lui reproche. Lui, il est allé voir le FBI, il est allé voir les médias en leur disant « Ah, il y a un problème avec Donald Trump ». On lui a posé la question « Mais c'est qui votre client là? Pour qui vous travaillez ?» Il a dit « Non, moi je travaille pour personne. Je fais ça de mon propre chef parce que je suis un citoyen qui est inquiété qui se sent concerné par la situation. » Or, ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir agi pour le compte de clients spécifiques, à savoir un cadre de l'industrie technologique américaine qui est appelé Tech Executive One dans l'acte d'accusation, dans une société internet américaine qui s'appelle Internet Company One, et la campagne présidentielle d'Hillary Clinton. C'est pas leur vrai nom, hein, c'est les noms de code pour le dossier en cours, mais c'est pas les vrais noms. Son nom de famille, c'est pas exécutive. Non, c'est clair, mais c'est pas juste, Tech, ouais. on fait référence à lui sous ce nom-là jusqu'à ce qu'on sache officiellement qui est Tech Executive One, qui est la compagnie Internet Company One, parce que ils ont décidé de délivrer les informations de cette manière-là, parce qu'il y a une stratégie derrière, évidemment. Donc, Tech Executive One a utilisé son accès à de multiples organisations pour recueillir, exploiter des données Internet publiques et non publiques concernant Trump et ses associés, dans le but de créer un narratif concernant les liens du candidat avec la Russie. Donc, je vous ai mis le rapport, hein, toutes les sources sont dans le document, donc vous avez le rapport du RAM qui est complet, qui est pas le rapport du RAM, mais l'acte d'accusation dont on parle ici, qui est disponible ici. Et donc voilà, l'hypothèse que fait Patel Patriot dans cet article-là, c'est celle-ci. Tech Executive One, c'est ce monsieur qui ressemble à Vic McKay dans la série The Shield, pour ceux qui l'ont déjà vu, qui est une très... Bref, mais c'est le méchant dans Superman, comment il s'appelle? Lex Luthor, peut-être, ouais. Et que la compagnie Internet Company One, ce serait la compagnie CrowdStrike, dont Sean Henry est le fondateur, le cofondateur et et le CEO, le patron. Donc on va voir ça. Pourquoi ils pensent ça? Qu'est-ce que c'est cette compagnie? Qui sont ces gens? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi on parle de ça? Pourquoi c'est important? Finalement, toutes ces questions, on va essayer de les voir et on va se rendre compte que dans la suite de mon exposé, qu'il y a des liens très très troubles, limite incestueux entre les différents acteurs qui reviennent. C'est toujours les mêmes, hein. C'est toujours Perkins Coie, c'est toujours Sussman, c'est toujours Hillary Clinton, lui là qui vient en plein milieu. Donc on va voir ça un petit peu dans le détail. L'hypothèse de Patel Patriot, donc c'est celle-ci. Comment on justifie ça déjà? Est-ce qu'il y a un lien entre Perkins Coie, je vais dire, ok, et CrowdStrike et le parti démocrate? Bon oui, il y a un lien qui est donné par ce contrat de travail qui est ici. Donc là, je vous ai mis un petit extrait. Le contrat de travail original est ici et qui nous dit en gros que CrowdStrike a été engagé par Perkins Coie avec un lien avec le parti démocrate. Donc voilà, tous les noms sont surlignés pour travailler ensemble. Ça s'appelle le Statement of Work, donc une déclaration de travail, un contrat de travail, quelque part. Donc, ils travaillent ensemble. Collaboration. Donc, Sussman et son cabinet d'avocats agissent essentiellement comme des intermédiaires entre CrowdStrike et alors le DNC, le parti démocrate, et le DCCC, ça c'est le Democratic Campaign Committee Council, en gros ceux qui s'occupent de la campagne électorale d'Hillary Clinton en 2016. Et donc, ça nous ramène au rapport Mueller. Donc lui, c'est Mueller, un ancien directeur du FBI qui a fait un rapport sur Donald Trump et sur la collusion supposée entre Donald Trump et la Russie. Donc, le supposé piratage des serveurs du Comité national démocrate, le DNC, c'est une partie de ce rapport. Donc c'est une histoire qui était utilisée pour faire avancer le récit selon lequel la Russie s'ingérait activement pour élire Donald Trump à la présidence en 2016. C'était un des éléments essentiels du rapport Mueller. Donc voilà, il y avait deux éléments essentiels. Premier élément, celui qui nous intéresse aujourd'hui, des agents du renseignement militaire russe ont piraté et divulgué des documents embarrassants du Parti démocrate qu'ils ont livrés quelques semaines avant l'élection pour faire du mal à Hillary Clinton et parce que Trump, ils avaient envie qu'il soit élu. Donc c'est ça un petit peu l'histoire qui se raconte par derrière.
On n'en a pas parlé ici, mais ça fait plein de fois qu'on vous parle d'un document qui avait été signé par John Brennan, un ancien directeur de la CIA, avec ses notes manuscrites qui ont été déclassifiées et qui montraient qu'en fait toute cette histoire, sur ses notes, il l'écrit lui-même de sa plume, que toute cette histoire de collusion avec la Russie, c'était pour détourner l'attention du grand public, notamment du serveur d'email piraté d'Hillary Clinton. Donc c'est pas la même chose, ok? Parce qu'il y a Hillary Clinton qui a un serveur dans ses toilettes qui est non sécurisé, tout ça, c'est une chose. Et après, on a des emails qui sont sortis du Parti démocrate et qui ont été rendus publics via WikiLeaks. Ça, c'est une autre chose. Ce sont deux affaires qui sont connectées mais différentes. Ok, maintenant que ça c'est clair, on enchaîne. Le piratage du DNC. Alors, il y a un article du magazine Real Clear News, à ne pas confondre avec Real Raw News. Real Raw News, pas bien. Real Clear News, je les découvre un petit peu et ils ont fait du très très bon travail là-dessus. Et donc la lecture de cet article que vous avez ici dans sa version originale apporte des éléments très intéressants sur la question. On vous l'a même fait traduire en français version décodeur. Je vérifierai si c'est le bon lien. Donc qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que le rapport Mueller. Donc quand il y a des trucs entre crochets comme ça veut dire que c'est moi qui ai rajouté pour préciser. Quand il y a des trucs avec des petits points, ça veut dire que j'ai sauté des passages. Donc le rapport Mueller affirme que les enquêteurs ne savent pas vraiment avec certitude si des agents de renseignement russes ont volé des courriers du Parti démocrate, des courriels du Parti démocrate, ni comment ces courriels ont été transférés à WikiLeaks. Donc déjà, là, on a un problème, parce que le rapport qui enquête sur la collusion avec la Russie te dit que malgré toutes les annonces fracassantes à la télé par les Adam Schiff, les commis et toute la clique du Deep State qui te disait « On a des preuves de la collusion russe », ah merci, cool. Bah voilà, impeccable. Donc ça c'est l'article traduit. Ils nous disent on a des preuves de la collusion russe et en fait le rapport qui est supposé sous-tendre ces preuves, ils disent qu'en fait ils savent pas. On apprend aussi autre chose. Les responsables du renseignement américain ne peuvent pas tirer de conclusion définitive, ça c'est super grave, sur le piratage des serveurs informatiques du DNC. Car ils n'ont pas analysé ces serveurs eux-mêmes. Au lieu de ça, ils se sont appuyés sur les analyses de CrowdStrike. C'est-à-dire que le FBI fait une enquête, ok, pour savoir s'il y a eu collusion russe, pas collusion russe, si c'est bien les Russes qui ont allé choper ces informations-là. Ils n'ont pas accès aux serveurs, parce que le FBI ne les a pas laissés avoir accès aux serveurs. Et les seuls qui ont eu accès aux serveurs, c'est cette compagnie CrowdStrike. Donc une compagnie privée. Déjà, en soi, c'est un problème. On va voir après que, voilà, les relations un petit peu incestueuses qu'il y a derrière rendent ce problème encore plus important. Mais en gros, ça veut dire... Le hasard comme par hasard! C'est pas le gouvernement américain, c'est pas le FBI qui a fait l'enquête, c'est une société privée nommée par Perkins Coie. En outre, les gouvernements ont autorisé CrowdStrike et le conseiller juridique du Parti démocrate à soumettre des documents expurgés. Donc, des documents expurgés, vous savez, quand un document est rendu public et puis il y a des parties qui sont noircies pour pas que les gens aient accès à ça. Et ben c'est CrowdStrike qui a décidé de qu'est-ce qu'on allait divulguer, qu'est-ce qu'on n'allait pas divulguer, et le gouvernement américain de son propre aveu ne sait pas qu'est-ce qu'il y a derrière les parties qui sont cachées. Enfin, rendez-vous compte un petit peu de ça. En gros, c'est CrowdStrike qui a fait toute l'enquête de A à Z. Bon, voilà, ça c'est donc ce qui signifie que c'est CrowdStrike et non le gouvernement qui a décidé de ce qui pouvait être révélé ou non concernant les preuves du piratage. Et plus encore, le gouvernement a de son propre aveu pas accès aux informations qui ont été caviardées, ce qui est un vrai problème. Bon, bah écoutez, on enchaîne déjà. Donc on a une entreprise sous contrat avec le Parti démocrate, en fait, aux États-Unis, qui, lorsqu'il y a une affaire de scandale de la fuite des emails d'Hillary Clinton, cette entreprise, c'est elle qui enquête dessus. C'est elle qui enquête dessus. Ouais. C'est vraiment un gros tas de merde. Très pertinent. Ouais. En plus, ils sont payés par le Parti démocrate. Rendez-vous compte un peu. C'est comme si à un moment donné, tu dis j'ai été victime d'une agression, mais c'est moi qui vais payer les policiers qui vont faire l'enquête, et puis il y aura pas du tout de contre-pouvoir, de contre-argument qui sera donné. Enfin, je veux dire, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Bref, on continue. Une chronologie bancale. Donc là, j'ai mis en rouge parce que c'est très important. Tout ce qu'on écrit ici, c'est selon le rapport Mueller. C'est la chronologie qui est établie par le rapport Mueller. Qu'est-ce qu'il nous dit? En mars 2016, déjà des agents de la principale agence de renseignement russe, le GRU, c'est comme ça que ça se prononce, Nico? Le GRU, le GRU, ont pénétré dans les courriels du président de la campagne Clinton, John Podesta. Ok. Avril 2016, ils ont dérobé les identifiants de Podesta et les ont utilisés pour pirater les serveurs du DNC et du DCCC, donc démocrate, donc la campagne d'Hillary Clinton. Juin 2016, le
créé 2 avatars en ligne qui s'appellent DCLeaks et Guccifer 2.0 pour commencer à diffuser les documents. Donc là, ce sont le nom de supposés pirates russes. DCLeaks et Guccifer. Je suis le seul où ça rame la connexion ou ça rame chez toi aussi, Nico? Ça a ramé, ouais. Ça a ramé. Okay. Tu peux refaire à partir de juin 2016, s'il te plaît. Ok. Donc en juin 2016, le GRU crée 2 avatars en ligne. Donc ce sont les pseudos de 2 hackers supposément russes. L'un s'appelle DCLeaks, l'autre s'appelle Guccifer 2.0. Et ces 2 hackers sont supposés être ceux qui commencent à diffuser les documents volés. Plus tard, Guccifer 2.0 aurait transmis les documents à WikiLeaks. Le rapport Mueller indique la date du 14 juin 2016 pour le premier contact supposé entre Assange et les hackers russes. Donc on se souvient de cette date, c'est important pour la suite. 14 juin pour le premier contact, la première fois que Guccifer, DCLeaks et Assange sont rentrés en contact, selon le rapport Mueller toujours. Et en juillet 2016, WikiLeaks publie un premier lot de documents avant la convention nationale du Parti démocrate. Ok, alors pourquoi parce que bon, jusqu'ici pas de problème, d'accord. Eh ben le problème, il est là. Lui, vous le connaissez, Julian Assange, parce que oui, Julian Assange est évidemment au centre de toute cette affaire, on va beaucoup en parler. Selon Mueller, WikiLeaks aurait eu son premier contact avec les hackers DCLeaks et Guccifer.0 en date du 14 juin 2016. Or, le 12 juin 2016, Assange faisait la déclaration suivante. Donc vous avez la source, je sais pas pourquoi le lien s'est pas mis en bleu, mais vous cliquez là-dessus et vous aurez cet article-là. Julian Assange, le fondateur de WikiLeaks, a déclaré que son organisation s'apprêtait à publier davantage d'emails envoyés et reçus par Hillary Clinton lorsqu'elle était secrétaire d'État américaine. Donc c'est quoi l'histoire? En fait, Assange, dont on sait que quand même, chaque fois qu'il a dit on va publier quelque chose, il a publié quelque chose. C'est un type, on peut lui reprocher ce qu'on veut, mais en tout cas il est fiable dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait, il prend ses précautions. Après vous pouvez être d'accord, pas d'accord, c'est pas ça la question. Mais donc on veut nous faire croire que le 12 juin, avant même d'avoir parlé à DCLeaks, à Guccifer, donc aux supposés hackers russes qui lui ont donné les documents, 2 jours avant, il faisait une déclaration en disant ouais, on a des documents du Parti démocrate, on va pouvoir, on va les... Enfin, est-ce que ça fait vraiment du sens? Pourquoi il aurait pas attendu le 15 juin? Ouais. Attali, il fait des prédictions comme ça. Pourquoi Assange pourrait pas? Ils sont pas du même côté de la barricade, on va dire tous les deux, probablement. Enfin, de mon point de vue. Ils ont pas la même technologie de boule de cristal. Donc voilà, vous avez la date ici, qui est écrit en tout petit. Je vous laisse vérifier ça sur l'article par vous-même. Donc. Déjà, il y a un problème. Là, il y a un problème. Ça tient pas vraiment la route. On va voir qu'il y a d'autres problèmes qui se pointent. Il y a un problème de temporalité, c'est-à-dire que dans le rapport, il précise qu'il est rentré en contact avec les Russes le 14 juin, alors que 12 jours avant, Julian Assange, il avait déjà annoncé qu'il allait publier les emails d'Hillary. Je réforme juste. Mais c'est pas que, parce que il est intéressant de constater que Mueller n'a jamais accepté d'entendre les déclarations d'Assange dans cette affaire, alors qu'il est le témoin principal sur le piratage du DNC. Donc là, ok, non, vous l'avez la source, certes. Ah bah non, mais parce que je suis pas sur le bon coin. Ouais, ok. Donc vous avez les sources qui sont ici. Donc qu'est-ce qu'il dit? Nous avons également reproché à Mueller de ne pas avoir interrogé des témoins volontaires ayant une connaissance directe de la situation, comme Julian Assange de WikiLeaks. Quand c'est en italique comme ça, c'est que c'est une citation un extrait de l'article qui est plus haut. Qui plus est, dès 2017. Assange affirmait que les documents du DNC ne lui étaient pas parvenus par le biais du gouvernement russe. Autre source, le fondateur de WikiLeaks, Julian Assange, a insisté lundi sur le fait que les fuites des documents du Parti démocrate publiés avant l'élection présidentielle ne provenaient pas du gouvernement russe. Ok. Donc, Mueller a de manière très pratique, c'est quand même très convenient, comme on dit ça en français. C'est très utile pour lui, pour son narratif qu'il veut développer, de ne pas interroger le témoin principal de toute cette affaire, parce que sinon il aurait dit non, ça tient pas la route ton affaire. Ouais. Non, surtout que il y a Julian Assange, je sais pas si c'est cette vidéo-là dont tu parlais tout à l'heure. Julian Assange, dans une vidéo, il accepte ouvertement qui était sa source en fait. Il le dit, on va pas la passer, non, elle est pas là, c'est un peu plus loin, mais comme tu le dis, il y a une vidéo, on va en parler un peu plus loin, de Seth Rich, qui est ce que beaucoup de monde, et Julian Assange a laissé lui-même largement sous-entendre, parce que si on écoute bien les détails, à la fin, le journaliste lui demande « Est-ce que c'est Seth Rich, votre source ?» Il dit « j'ai pas dit ça, mais en tout cas, il le laisse très fortement entendre. Vous aurez le lien tout à l'heure. Donc voilà. Ok, donc on continue. Donc on se rend compte que chaque fois qu'il y a une question un peu qui fâche, Mueller s'est bien empressé de ne pas la poser. Alors on continue, on revient sur CrowdStrike, sur le fait que le FBI n'a jamais eu accès au serveur du DNC. Donc nous n'avons jamais
eu un accès direct aux machines elles-mêmes, a déclaré Monsieur Comey, qui était directeur du FBI à ce moment-là, ajoutant que la société que le DNC a engagée, à savoir CrowdStrike, pour examiner les données forensiques, a transmis ces informations au FBI vers le mois de juin de l'année dernière. Donc vous avez la source ici. Monsieur Comey a souligné sa confiance dans les informations fournies par CrowdStrike, qu'il a qualifié de société privée très respectée et d'entité de haut niveau. Donc voilà, ils nous donnent ce qu'ils veulent, ils nous disent ce qu'ils veulent. Quand ils veulent pas qu'on voit des informations, le FBI, quand même, on accepte parce que c'est une société, c'est des gens bien, quoi. Et les conflits d'intérêts, je veux dire. Non, on y vient. Parce que Sean Henry, faut savoir qu'avant d'être à CrowdStrike, il avait une petite activité intéressante. Donc, on apprend par ailleurs que CrowdStrike, quelques jours après le témoignage de Comey, doit se rétracter. En fait, il a été contraint de retirer son affirmation selon laquelle un logiciel russe avait été utilisé pour pirater du matériel militaire ukrainien. Pourquoi c'est grave? Ça a pas l'air d'être, on s'en fout des militaires ukrainiens dans cette histoire. Le problème, c'est que CrowdStrike avait accusé le GRU d'avoir utilisé ce même logiciel pour pirater le DNC. Donc ils te font des affirmations comme ça à l'emporte-pièce, et puis dès qu'on regarde un peu, il dit non, en fait on fait marche arrière, c'est pas vraiment ce qu'on a dit. Donc voilà, vous avez toujours les sources qui sont fournies à chaque fois. Donc Sean Henry, on revient sur lui. C'est un cadre de CrowdStrike qui a dirigé l'équipe d'experts qui a fini par imputer la responsabilité du hack à la Russie. Faut savoir que ce monsieur-là, il a été directeur adjoint du FBI qui c'était le directeur du FBI? Mueller. Le même qui fait le rapport. Non mais franchement, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Vous voyez pourquoi un enfant de 6 ans peut comprendre l'arnaque derrière. C'est aussi simple que ça. Genre les liens, ils sont tellement faciles, ça va. Tu vois, c'est bon. Alors globalement là en 2 mots, ça montre, c'est ça le Deep State. Voilà, le Deep State, c'est exactement ça. C'est les gens qui ont travaillé ensemble, qui partent dans des sens différents, mais qui continuent à travailler ensemble. Oh, et puis qui se marient ensemble, qui couchent ensemble, qui se font des petites... Bon, bref, c'est un autre sujet, ça. Bon, je vous ai mis aussi un petit lien sur le cofondateur de CrowdStrike, qui est Dmitry Alperovitch, un membre senior non résident de l'Atlantic Council, donc c'est marqué ici, le principal groupe de réflexion de Washington qui promet agressivement une attitude belliciste envers la Russie. Donc, bon... Ok, en soi, il y a pas vraiment de problème en ça, mais on voit que quand même, c'est un monsieur ici, CrowdStrike, c'est quand même des gens qui aimaient pas beaucoup les Russes à la base. Donc, peut-être que c'est pas les gens les plus objectifs par rapport à lui. Lui, on n'en parle plus de Alperovitch, mais voilà, je vous ai juste mis sa tête, parce qu'autant lui, il a l'air méchant, autant lui, il a l'air d'être tout mignon, donc comme quoi, ça n'a rien à voir. Donc, c'est pas un argument, cela dit, c'est les plus dangereux, ce sont ceux qui ont une tête de gentil, justement. Donc, pour résumer, donc il y a des liens avérés entre CrowdStrike et Perkins Coie. Les informations expurgées par CrowdStrike ont été faites sans supervision gouvernementale. Il y a une chronologie qui est étrange. Mueller qui refuse d'interroger Assange. Les rapports Mueller envoient... Alors oui, maintenant il y a d'autres points que je rajoute parce que sinon on aurait plus de 4 heures de vidéo, donc là je vous en colle quelques-uns en plus. Le rapport Mueller emploie des conditionnels qui interrogent. Donc voilà, dans le rapport, il y a marqué les agents de l'unité blabla semblent avoir volé des milliers d'emails et de pièces jointes. Donc là, appear to have stolen. Donc semble avoir volé. Un conditionnel qui est bizarre. Voilà. Ouais. Des rapports hyper crédibles. On va y revenir un peu plus dans le détail. Assange nie que les documents viennent de la Russie. Les serveurs du DNC ne seront jamais examinés par le FBI, seulement par CrowdStrike. Il y a un gigantesque conflit d'intérêts entre CrowdStrike et Mueller. Ils ont travaillé ensemble. L'un était le chef de l'autre quelques années dans le passé. Sean Henry déclare sous serment devant le Congrès en 2020 au sujet du piratage. Donc Sean Henry, le boss de CrowdStrike, il n'y a pas de preuve que les documents du DNC ont été réellement exfiltrés. Il n'y a même pas de preuve qu'il y a eu un hacking, en fait. C'est lui qui te le dit. Il y a des preuves circonstancielles, mais aucune preuve qu'elles ont été réellement exfiltrées. Puis là, on a un nouveau personnage qui rentre, c'est Bill Binney, ancien directeur technique de la NSA. Et avant de passer à Bill Binney, la raison pour laquelle Sean Henry, il fait ça, pour ceux qui comprennent pas, c'est que en le faisant, il met le doute, mais il se protège légalement. Comme ça, si dans le futur, il y a des choses qui s'avèrent, il te dit, j'ai jamais dit qu'il y a des preuves factuelles. Je dis, il semblerait que. Et en fait, il joue avec les mots pour se protéger légalement parce que là, ils savent très bien ce qu'ils font. Et c'est ça le pire, c'est que tout ça, c'est parfaitement conscient. C'est parfaitement conscient et c'est là où on arrive à la conclusion que ces gens-là, ils ont vraiment une mauvaise intention derrière. Ce n'est pas de l'incompétence, là. Parce que devant le Congrès... Vas-y, excuse-moi Nico, vas-y. Parce que, en fait, si Cetrich, en fait, avait effectivement eu accès à ces serveurs, il ne les a pas piratés. Il avait accès, il était autorisé à accéder d'une certaine manière.
Il était peut-être pas autorisé, parce qu'on pense qu'il a pris une clé USB, qu'il a rentré dedans et qu'il a piqué des documents. Ça, je veux dire, légalement, ça peut être un problème. Dans n'importe quelle compagnie privée, t'arrives, tu prends les documents, tu les sors, tu les donnes à WikiLeaks. Je veux dire, on peut y avoir un problème. Maintenant, c'est un lanceur d'alerte, donc voilà, la loi, comment elle se positionne là-dessus, mais il a pris un risque et puis il a payé de sa vie, donc ça, c'est quand même aussi un vrai problème. Oui, alors, ce que tu disais, pour revenir à ce que tu disais, Léo, il déclare sous serment devant le Congrès, ça, parce qu'il veut pas être accusé de parjure, donc exactement ce que tu disais. Par contre, 5 minutes après, il sort de devant le Congrès, les caméras, et puis il dit, ah oui, on a des preuves, c'est sûr, et il tape du poing sur la table. Donc on a ces deux versions qui sont données à 5 minutes d'intervalle. Puis bon, je veux dire, c'est tout le temps le cas. Même Kyle Rittenhouse, on a vu que ça s'est passé comme ça. Devant le juge, il dit un truc, il sort 5 minutes après, et devant les médias, il dit complètement le contraire de ce qu'il a dit devant le juge. Bref, pas Kyle, on parlait vous savez, du témoin là. Non, du témoin, le témoin là qui. Ah, du témoin. Bref, c'est pas la question. Donc, Bill Binney, ancien directeur technique de la NSA. Donc, c'est le mec qui est le directeur de tous les aspects techniques et technologiques de la NSA. Donc, il doit quand même un petit peu connaître son affaire, parce que la NSA, c'est pas Darty, quoi, hein. Donc, il nous dit quoi? Il nous dit, s'il s'agissait d'un piratage interne, la NSA pourrait facilement nous dire quand les informations ont été prises et le chemin qu'elles ont emprunté après avoir été retirées du serveur du DNC. Mais compte tenu des réserves émises par Monsieur Mueller et de l'utilisation répétée de l'expression vers le ou autour du, au lieu d'indiquer des dates précises à la seconde près que la NSA aurait pu fournir, Monsieur Binet doute que les renseignements de la NSA aient été inclus dans l'acte d'accusation et le rapport du GRU. En gros, il dit, il aurait pu demander à la NSA, on aurait pu lui donner à la seconde près exactement le détail de comment ça s'est passé, de quel ordinateur, de quelle adresse IP, et Mueller ne l'a pas fait. Ok. Bill Binet, le même, il déclare également sous serment, les principales conclusions indiquent que les données du DNC ont été copiées sur un dispositif de stockage à une vitesse qui dépasse de loin la capacité d'Internet pour un piratage à distance. En gros, il te dit les données sont pas sorties par Internet. C'est pas des Russes qui ont hacké en utilisant Internet. Et alors, derrière, il y a des gens qui... Ouais, vas-y. Il est tout aussi important de savoir que la copie et le traitement étaient effectués sur la côte est des États-Unis. Donc, il te donne même l'endroit. C'est pas que le fait que ça s'est pas fait par Internet, mais il te dit exactement à quel endroit des États-Unis ça a eu lieu. Et en fait, c'est dans cette direction-là, vers la côte est, qu'il y avait un certain Seth Rich qui était technicien, tu vois, et qui avait accès à ces informations-là et qui a copié, selon ce qui est sorti par la suite, ces informations dans un disque dur, ce qui colle parfaitement avec la version de la NSA. Donc, c'est dingue, c'est dingue. Bon boulot de recherche, tout devient clair, en fait. Alors après, il y a une petite controverse ici, parce qu'il y a des gens qui ont dit Bill Binet, ouais, mais en fait, tu peux pas complètement exclure la possibilité que, lui, il a dit, ouais, effectivement, dans certaines circonstances, il serait possible que, donc bref. Il y a une espèce de flottement ici, mais quand même, voilà, c'est l'avis d'un expert, quoi, hein. Donc, et l'enquête Mueller a, très opportunément, écarté complètement cette possibilité. Voilà. Ok, on continue. Pourquoi? Par contre, pourquoi? Parce que comme sinon tu peux pas mettre ça sur le dos des Russes et du coup tu peux pas mettre ça sur le dos de Trump et leur histoire elle tombe complètement à l'eau, quoi, en fait. Voilà. Ouais. Donc Seth Rich. Donc la déclaration, donc Seth Rich, c'est lui, hein. La déclaration de Binet selon laquelle les données du DNC pourraient avoir été dérobées sur une clé USB et non sur Internet renvoie directement au meurtre de Seth Rich. Des théories prétendent qu'il serait à l'origine de la fuite de l'information. Alors, ok, qu'est-ce qu'on a comme élément? Une des théories, c'est aussi Julian Assange lui-même, hein, c'est ça. C'est le gars impliqué à 100%, Donc voilà, il travaillait au DNC, donc voilà, on le sait ici. Il a été assassiné 5 jours après le hack du DNC. La police a conclu à une tentative de vol, mais ni son portefeuille, ni son téléphone, ni sa montre n'ont été dérobés. Julian Assange a offert, avec le tweet qui est ici, $20 000 de récompense pour des informations sur sa mort. Et il a également laissé entendre ici, donc là c'est la vidéo YouTube dont on parlait, que Seth Rich pourrait être une source. Je vous laisse la regarder vous-même, cette vidéo, parce qu'on l'a pas fait traduire, mais en gros, il y a un journaliste qui il parle de Seth Rich, puis après, bon, il prend un certain nombre de précautions verbales, mais il parle de Seth Rich, et quand on lui dit, mais c'est Seth Rich, votre source? Il dit, je dis simplement que les gens qui nous donnent des informations, ils prennent des risques. Ils prennent des risques très importants, et voilà, ils brodent un petit peu autour, voilà. Mets-moi le lien dans le private, s'il te plaît. Et aussi, un truc à rajouter, c'est que le meurtre, il y a une théorie selon laquelle le meurtre de Seth Rich a été sous-traité par le gang très connu aux États-Unis, MS-13, Mara Salvatrucha 13. Alors attends, private, ok. Oui, non, t'as complètement raison de le mentionner. D'ailleurs, là j'en parle pas, mais il y a
Qu'est-ce que je voulais dire Donald Trump has had a disastrous few weeks. If you look... Oui, pardon. Juste, il y a deux membres du MS-13 qui sont retrouvés assassinés genre 1 ou 2 jours plus tard. MS-13, ouais. Du MS-13, donc de ce gang mexicain là dont on était en train de parler, qui se retrouve assassiné 2 jours plus tard. On pense qu'ils pourraient très bien être ceux qui ont fait le sale boulot et puis qu'on les a mis sous silence. Et c'est un gang de Salvador, juste pour les fact-checkers. Ah, ok, très bien. Ouais. Et un gang de salopards aussi. Donc, look at the polls, he needs a miracle. Donc Donald Trump, là, c'est une interview qui a lieu en 2016, en août 2016. Donc, il dit, selon les sondages, Donald Trump, il a besoin d'un miracle, apparemment. American political lexicon, there's such a thing as the October surprise. The stuff that you're sitting on. Donc, apparemment, il y aurait un truc qui s'appellerait la surprise d'octobre. Toujours 2016. Is an October surprise in there? Alors, les documents que tu as et que tu vas révéler, est-ce qu'il y a une surprise d'octobre là-dedans? Do you even know what you're saying? Là, on est avant la révélation des documents. On est dans la période avant que les documents soient publics. WikiLeaks never sits on material. WikiLeaks ne reste jamais, ne garde jamais du matériel juste comme ça. Whistleblowers go to significant efforts to get us material and often very significant risks. Les lanceurs d'alerte vont prendre des risques hyper grands pour nous apporter des documents. Donc, on prend ça très au sérieux, ce qu'il essaye de dire. As a 27-year-old works for the DNC, who was shot in the back, murdered. Comme c'est le cas d'un jeune de 27 ans qui travaillait dans le DNC et qui a été assassiné. Seth Rich, donc. Just 2 weeks ago. Il y a 2 semaines. For unknown reasons as he was walking down the street in Washington. Pour des raisons complètement inconnues pendant qu'il marchait à Washington. En gros, il te dit que des lanceurs d'alerte prennent des risques hyper importants comme le jeune homme de 27 ans qui travaillait pour le DNC qui a été assassiné il y a 2 semaines en plein Washington et on ne sait toujours pas pourquoi. That was just a robbery, I believe, wasn't it? Ça, c'était juste un vol, c'est ça? No, there's no finding. Non, il n'y a rien qui l'indique. What are you suggesting? Alors, qu'est-ce que vous sous-entendez? Demande le journaliste. I'm suggesting that our sources take risks. Je suggère que nos sources prennent des risques. They become concerned to see things occurring like that. Et qui sont très inquiets de voir ce genre de choses se produire, comme le meurtre de Seth Rich. One of your sources, then? I mean, est-ce qu'il était une de vos sources alors? We don't comment on who our sources are. On ne peut pas vous commenter sur qui sont nos sources. Mais alors pourquoi faire cette suggestion, demande le journaliste. About a young guy being shot in the streets of Washington. Par rapport à ce gars qui s'est fait tirer dans les rues de Washington. Because we have to understand how high the stakes are. Parce que nous devons comprendre à quel point l'enjeu est hyper important. In the United States. Aux États-Unis. And that our sources are, our sources face serious risks. Et prendre en compte le fait que nos sources prennent des risques hyper importants. That's why they come to us, so we can protect their anonymity. Et c'est pour ça qu'ils viennent à nous, pour que nous puissions protéger leur anonymité. But it's quite something to suggest a murder. That's basically what you're doing. Mais c'est quand même pas rien de suggérer qu'il y a eu un meurtre, parce que c'est exactement ça que tu es en train de faire, dit le journaliste. Well, that others have suggested that we are investigating to understand what happened in that situation with Seth. D'autres ont suggéré ça et nous avons lancé des investigations pour comprendre ce qui s'est passé avec Seth Rich. Il balance le nom là parce que jusqu'à là il parlait d'un jeune de 27 ans. Écoutez. I think it is what happened in that situation with Seth Rich. I think it is a concerning situation. Je pense que c'est une situation inquiétante. Il n'y a pas encore de conclusion. Bref, vous voyez cette vidéo-là. Julian Assange, il essaye de faire comprendre aux journalistes, copains, c'est pas un jeu là. Copains, ce n'est pas un jeu. Nos sources, elles prennent des risques hyper importants. Et il parlait justement de l'octobre, de la surprise de l'octobre. Donc, ce sont les documents du DNC qu'il a récupéré de Seth Rich. Et là, c'est cette vidéo-là qui est à l'origine du fait qu'on dit
Julian Assange sous-entend que c'est Seth Rich qui lui a apporté ces documents-là. Et la raison pour laquelle il se permet de le faire là, c'est parce que Seth Rich est mort et il ne risque plus rien. Donc c'est pour ça, sinon il se permettrait pas de donner le nom pour tous ceux qui vont dire oui, mais sinon il donnerait pas oui, mais il est mort. Il n'a plus rien à protéger en fait. Donc c'est pour ça qu'il se permet là de dire c'est Seth Rich, ça lui a coûté la vie. Les lanceurs d'alerte prennent des risques hyper importants. Et là, ce qui s'est passé avec Seth Rich, ça décourage les autres de le faire aussi. Et donc, voilà. Il ne l'a pas dit, mais il l'a dit. Oui. Bah, ça le décourage. Puis ça aussi leur dit, si vous voulez le faire, c'est pas un jeu, comme on dit. Hein. Chelsea Manning, là, qu'est-ce qui lui est arrivé? Seth Rich, qu'est-ce qui lui est arrivé? Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'en fait, le tweet qu'on voyait, qui est juste ici, en fait, là, c'est le même jour, en fait, que la vidéo. Donc, je sais pas pourquoi, ce jour-là, particulièrement, il a décidé de faire ces petites choses-là. Mais bon, bref. Truc que je viens de remarquer, là, pendant que la vidéo passait. Donc, en fait, t'as raison, ça valait le coup de la traduire, cette vidéo, pendant l'émission. Donc, Seth Rich, on continue, on reste ici. Et donc, le hasard comme par hasard, très certainement, on apprend que le laptop professionnel de Seth Rich, lorsqu'il travaillait au DNC, a été fourni au FBI par qui? Michael Sussman. Parce que, version officielle, hein, jusqu'à il y a quelques semaines, où on vous a dit que enfin on avait une preuve que le FBI avait enquêté sur le lien entre le hack du DNC et Seth Rich. Et le meurtre de Seth Rich, voilà, il y a eu, on vous en a parlé il y a 2 semaines, je crois, que dans un live, à ce moment, jusqu'ici, il y avait aucune justification. Non, c'est 2 affaires. Il y a un type qui a été tué, il y a des emails qui ont été piratés, et ces 2 affaires n'ont rien à voir, à part que l'un travaillait chez l'autre. Mais voilà, officiellement, c'était ça la position. Et on se rend compte que dès 2018. Perkins Coie et Michael Sussman remettent, voilà quoi, ils donnent le laptop de Seth Rich au FBI. Ce qui est quand même remarquable. Vous savez ce que je pense, les gars, c'est qu'avec cet ordinateur-là, Seth Rich, il est à l'origine de la mise en place du plan des Patriotes, tu vois. Il leur a donné des bombes atomiques pour démolir le Deep State, sauf que à elle seule, d'un point de vue légal, probablement, ça ne suffisait pas. Du coup, les Patriotes, ils ont mis en place tout le plan et ils se sont dit, c'est maintenant ou jamais. Et c'est ce que sous-entend d'ailleurs, que ce soit Q, Trump ou tout le monde, c'est maintenant ou jamais. Et donc, là, ce qu'on est en train de voir, c'est qu'ils sont en train de piéger, de les laisser faire leurs trucs corrompus, tu vois. Les Patriotes laissent l'État profond faire toutes leurs saloperies et ils enregistrent tout. Comme on a déjà suggéré plein de fois, tu vois. Ils enregistrent tout et comme ça, les documents qu'ils ont là, qu'on sait qu'ils vont sortir, hein, parce que, tu sais, Pizzagate et tout ça, on sait qu'à un moment donné, ça va revenir à table. Là, les amis, le Deep State, il est foutu. Il est foutu. Ils sont foutus. Ces documents-là, ils sont pas sous leur contrôle. Bah, puis dans la ligne de ce que tu dis, Léo, on sait aujourd'hui qu'il est plus facile de tromper quelqu'un que de le convaincre qu'il a été trompé, en fait. Et aujourd'hui, les Patriotes sont sûrement en train de laisser un peu de marge de manœuvre au Deep State, justement, pour que le public puisse voir son vrai visage. Parce qu'on peut tromper 1000 fois, 1000 personnes. Allez, pardon. Mais c'est vrai, en plus. Il faut préciser ces choses-là, c'est pas rien. Là, en fait, je prends conscience parce que je savais toutes ces choses-là. Mais avec la manière que tu le présentes et comment tu les mets en ordre, je me dis, mais oui. Pas seulement on se trompe pas, mais ce qui se passe, ça dépasse, c'est beaucoup plus grand que ce que nous on pense, tu vois. Et ce qu'on est en train de voir, c'est vraiment un cinéma. Donc au final, tout ce que tu dis là, ça donne encore plus de validité sur les postes de Q. C'est dingue. C'est dingue. Ouais. On continue parce que on pourrait avoir une grosse conversation par rapport à tout ça. Mais oui, tout ce que vous venez de dire, hein, les gars. Donc, ok, on continue. Alors, oui, parce que là, on a vu CrowdStrike, mais finalement, la dévolution, c'est quand même surtout rapport au vol électoral. Et pour l'instant, on n'en a pas parlé de ça. Est-ce que CrowdStrike serait impliqué dans le vol électoral? Il nous reste 4 slides, mais c'est Dites-moi pas que c'est pas vrai. Donc, CrowdStrike et les élections. Donc là, vous avez... Martoni, il bluffe. Pas sûr.
Moi, je vote et je dis bluff. Donc, vous avez une page de crowdstrike.com, donc le site officiel de CrowdStrike, ici, sur un document qui a été écrit par Sean Henry lui-même en juillet 2020. Qu'est-ce qu'il nous dit ? En tant que leader mondial de la protection des élections, non. non, tu le sors de ton chapeau celui-là. Nous souhaitons expliquer notre point de vue sur les questions de sécurité électorale et partager quelques ressources avec la communauté électorale. Gardez bien ça en tête, partager quelques ressources avec la communauté électorale. Les élections libres et équitables sont la pierre angulaire des démocraties partout dans le monde et elles sont de plus en plus menacées par des adversaires étrangers qui cherchent à manipuler ou à saper leur processus ou leurs résultats. Ok ? Nous pensons que blablabla blablabla. Donc à la fin de l'article, il nous dit à cette fin, nous annonçons aujourd'hui le lancement du centre de ressources CrowdStrike sur la cybersécurité et la sécurité des élections. Ce site met en évidence des entités avec lesquelles nous nous sommes associés et les programmes que nous soutenons. Ok, donc CrowdStrike se lance dans le business de la sécurisation des élections et ils font cette déclaration 5 mois avant les élections 2020 américaines. Très bien. Voyons voir ce que ça donne. Si pourquoi pas, hein, c'est fouillez après tout. Ouais, pourquoi pas, il en faut. Hein. Nous jouons sur crowdstrike.com, en fouillant un peu sur le site, on tombe sur ce bout-là. Learn about, donc apprenez des informations sur la sécurité, sur les initiatives de sécurisation des élections au sujet de l'EI-ISAC. Ok, qui veut dire Election Infrastructure Information Sharing and Analysis Center, donc voilà, centre d'analyse et de partage d'informations pour l'infrastructure électorale. Ok, alors c'est qui ces gens-là ? Donc l'EIS-ISAC, en creusant un petit peu, un autre lien, on nous apprend que ce truc-là, l'EIS-ISAC, a été établi par l'EIS-GCC. Je sais, c'est pénible, mais vous allez voir, on raccroche les wagons dans un instant. L'EIS-GCC, c'est le nouveau nom de l'EISCC dont on a parlé dans Dévolution 2. Vous avez ici les slides 8 et suivants. Vous vous souvenez de ça, de ce truc-là, qu'en gros l'EISCC c'était l'organisation qui était supposée chapeauter la sécurisation des élections et qui comptait à l'intérieur le groupe de Associated Press, Dominion Voting System, Runback Election Service là qui sont impliqués dans les histoires de faux bulletins de vote papier, Cytel, une entreprise avec des serveurs bizarres. Gros, les outils avec lesquels ils ont fraudé quoi, en gros. Et Smartmatic. Donc voilà, puis tout un tas d'autres gens voilà. Donc l'EIS-ISAC a été créé par l'EIS-GCC pour soutenir les besoins en cybersécurité du secteur des élections. Le même conseil dont Dominion Voting System était membre a créé l'EI-ISAC. Donc, en gros, c'est l'EISCC où il y a Dominion et Smartmatic et tous les pourris qui ont créé l'EIS-ISAC. CrowdStrike s'est associé à l'EI-ISAC et lui fournit des ressources. Ok, alors de quoi on parle comme ressources ? Ça, c'est la question à $1 million. Et il fournit un certain nombre de choses, notamment le CIS Secure Suite Membership. Donc, c'est-à-dire, en gros, un abonnement pour sécuriser les élections. Et on nous dit quoi, ici en rouge ? L'adhésion à CIS Secure Suite est gratuite pour les organisations gouvernementales américaines, SLTT, qui veut dire collectivités locales des tribus et des territoires. Ok, alors maintenant je vais cliquer là-dessus pour voir un peu qui sont les organisations qui adhèrent à l'EI-ISAC. Hop, non, stop. Ah, ok, excusez-moi, je voulais faire ouvert dans un nouvel onglet. Pardon, je reviens. On en était où ? On en était ici. Ouvrir. Et la new tab. Ça, c'est les gens qui sont connectés à ce programme-là où on obtient des ressources gratuites et donc des ressources informatiques. C'est une société gratuite. Juste, on va faire un petit test, ok ? On va faire CTRL F pour faire une recherche. On va taper élection. Il y a 1215 entrées. Donc il y a 1215 personnes, groupes des boards électoraux, des organisations de supervision électorale et tout ça. Entités, on va dire. 1215 voilà. entités. Regardez sur le côté là, vous avez là sur le côté là en jaune là. Attends, comment c'est ici ? Elle est où ma souris ? Là, tout ça, c'est toutes les occurrences à ces entités là. Il y en a un paquet. Donc ça. Et donc du coup, ils ont reçu quoi en fait de leur part ? Ah bah alors, ils ont accès, ils ont reçu les ressources qui sont fournies par le CIS Secure Suite Membership. Et c'est quoi ça ? C'est un composant logiciel en fait. En gros, vous voulez sécuriser vos affaires, installez ça et puis vous allez voir, il y a tout qui va bien marcher. En gros, on se rend compte que t'as une quantité mais gigantesque d'entités impliquées dans l'élection qui font, qui ont souscrit à cet abonnement gratuit en plus.
Donc ils ont installé des trucs logiciels, des applications logicielles chez eux, applications logicielles qui sont fournies par le même CrowdStrike dont on parle depuis le début de l'affaire. Ok, donc si tu pirates CrowdStrike, si tu pirates ça, ce composant logiciel, t'as potentiellement accès à tous les gens qui l'ont installé et à toute l'infrastructure électorale. Ok, d'ailleurs, ça c'est la conclusion qu'il en tire Patel Patriote. Voilà, donc d'ailleurs, on y arrive à la conclusion. De toute façon, quand c'est gratuit, c'est que le produit c'est toi. Et donc du coup, le produit c'était justement tous les boards électoraux américains. Ouais, on pourrait imaginer que dans un monde parfait, ce soit le gouvernement fédéral qui ait vraiment envie de sécuriser ses élections et qui paye les abonnements de CrowdStrike. Oui, mais là, ça n'a pas l'air dans un monde parfait, ok. Donc, alors, voilà, ça c'est la conclusion de Pater Patriote. Vous voyez où je veux en venir à présent. Notre gouvernement fédéral a passé un contrat avec le Center for Internet Security pour assurer la cybersécurité de centaines, voire de milliers d'organisations SLTT américaines. Le CIS utilise CrowdStrike pour assurer cette cybersécurité. Le même CrowdStrike qui a des liens avec l'administration Obama, qui a menti et couvert le piratage du DNC et qui a été l'une des bases de lancement de l'intox Trump-Russie. Le même CrowdStrike qui, je crois, dit-il, a fabriqué les données derrière l'histoire d'Alpha-Bank. C'était une autre histoire, Trump collision avec la Russie avec une banque russe. Le produit de sécurité de CrowdStrike comprend un composant téléchargeable en code objet, donc composant logiciel. Cela signifie que tout État ou gouvernement local qui a utilisé le CIS pour assurer la cybersécurité a autorisé le logiciel de CrowdStrike à être téléchargé directement dans ses machines et ses systèmes. Peut-être que ce n'est que moi, dit Patel Patriote, mais je penserais que si un acteur malveillant comme la Chine voulait pirater l'ensemble de notre système électoral, y accéder par le biais de quelques entités comme Perkins Coie et CrowdStrike. Donc, y accéder par le biais de quelques entités comme Perkins Coie et CrowdStrike pourrait être le moyen idéal pour le faire. Donc là, on est dans les hypothèses, mais quand même qui sont soutenues par un certain nombre de preuves circonstancielles. Malgré une longue liste de conflits d'intérêts au nom de ces deux entités. On ne sait pas si c'est la Chine derrière. On sait et justement, pas. On n'a rien dans tout ce qu'on a dit jusqu'à là. On n'a rien pour lier la Chine avec tout ça. Donc ça, effectivement, tu fais bien de le préciser, là on est dans le stade de l'hypothèse. Voilà. On a dit à notre nation à plusieurs reprises de simplement ignorer ces conflits et de croire que rien de néfaste ne s'est produit lors de l'élection 2020, alors que CrowdStrike lui-même avait un accès direct aux machines à voter de tout le pays. Donc moi, sur cette base-là, il y a un certain nombre de points qui étaient mentionnés dans l'article, mais qui étaient très flous, donc je les ai pas mis dans la présentation, mais que je voudrais mentionner quand même. Vous vous souvenez du coup de téléphone entre Zelensky et Trump, qui a été la source du premier impeachment. Ok. Alors d'ailleurs, entre parenthèses, j'ai appris que Zelensky, en fait, avant d'être président, c'était un acteur qui jouait le rôle du président de Il y avait une série qui s'appelait Le Serviteur du Peuple. Une série télévisée qui a été très populaire et qui critiquait un peu la politique en fait locale. Et d'ailleurs, son parti, il s'est appelé Le Serviteur du Peuple. Et c'est intéressant. Donc, on a un coup de pouvoir en fait. J'ai découvert ça pendant que je faisais toute cette petite recherche. Donc, il se trouve que dans ce fameux coup de fil entre Trump et Zelensky, dans le script, alors on a reproché tout un tas de trucs à Trump qui finalement ont été complètement éventés par la suite. Mais à un moment donné, Trump mentionne CrowdStrike. Il dit ouais, ce serait bien que vous fassiez la vérité sur cette affaire. Ils disent que c'est CrowdStrike. 3 petits points. Vous savez, Trump, il fait des demi-phrases souvent. Puis après, il passe à autre chose. Mais il mentionne explicitement CrowdStrike dans son implication avec tout un tas de choses. Enfin voilà, son implication avec le hack du DNC et compagnie. Donc il mentionne CrowdStrike. Il les pointe du doigt. Et il publie ce truc-là dans cette affaire. À mon avis, Trump, il savait qu'ils allaient utiliser ce coup de fil pour essayer de le faire tomber. Et donc, du coup, il a essayé d'en placer une derrière. Donc ça, c'est un point, ça. OK? Un autre point qui est intéressant, c'est qu'à la fin de son article, il fait un lien, donc ça nous rajoutait encore une bonne heure de live, donc je préférais pas aborder ça parce que c'était très très flou, mais il fait un lien entre CrowdStrike et SolarWinds, et donc le fameux hack de SolarWinds dont on a parlé. SolarWinds, c'est un gros truc, une grosse compagnie sur Internet qui est impliquée dans tout un tas de choses. Et l'hypothèse qu'il en fait, c'est que par le biais de ce hack, en tout cas c'est ce que j'ai compris, de ce logiciel de cybersécurité là qui en fait est plein de trous et que des entités étrangères pourraient aller mettre le nez dans les serveurs, regarder ce qui se passe, modifier de l'information. Lui, il pense que ce serait bien possible que ce soit le Cybercom, donc vous savez, le Cybercom dont on a parlé, c'est-à-dire la branche de l'armée américaine, le Cyber Commandment de l'armée américaine qui s'occupe, le Commandment, comment ça s'appelait? Bon, vous savez, le Combat Commandment de l'armée américaine qui s'occupe le COCOM, là, qui s'occupe de tout ce qui est Internet et réseau et compagnie, qui aurait pu aller mettre son nez dedans, justement, parce qu'en fait, c'est un hack qui a duré pendant des mois et des mois,
Mais vous savez, c'est pas un hack malveillant à première vue. Parce que quand t'as un hack malveillant, tu hacks la page de la Maison Blanche, puis tu mets des photos rigolotes dessus, et tu dis on a hacké la Maison Blanche. C'est pas ça qu'ils ont fait. Ils sont restés pendant des mois, au moins 8 mois, à l'intérieur des serveurs, et a priori ils ont rien trop cassé. Donc on se demande ce qu'ils ont fait. Lui, son hypothèse, qui est encore une fois, uniquement une hypothèse, c'est que ce serait peut-être le Cybercom qui serait rentré et qui aurait récupéré toutes les informations dont ils avaient besoin pour lier CrowdStrike avec les serveurs du DNC, puis dans le futur aussi avec la fraude électorale et tout ça. Je trouvais ça intéressant. Vous avez l'article d'évolution partie 11 qu'on a fait traduire sur le site, si jamais vous voulez voir l'article original traduit en français. Si vous voulez creuser ce point-là, moi je trouvais que c'était un petit peu bancal pour le mettre, vraiment l'inclure dans la pilule rouge. Je le mentionne juste pour terminer. Voilà, moi j'ai fini avec ça. Bah super, bravo Rudy. Moi j'ai pensé que la conclusion de Patel Patriote sur ces sujets particuliers concernant l'implication. Ouais. Avant que tu t'exprimes. Ah. Merci. Bravo Rudy. C'est vraiment, tu as mis les choses dans l'ordre d'une manière qui rend ces informations très universelles en fait. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles on les fait chier. C'est fluide un petit peu. Ouais, merci parce que il y a beaucoup de travail là derrière, donc si jamais au final c'est clair comme message, c'est exactement ce que je voulais, donc c'est cool. Ouais, Nico, vas-y. Oui, donc je disais la conclusion de Patel Patriote, effectivement, il y a rien qui nous permet de rattacher ça à la Chine, et d'ailleurs il y a une bonne raison à cela, c'est que les États certes sont pointés dans différents conflits, mais ceux qui sont derrière cela, ce sont des forces globalistes supranationales. Donc, en ce moment, on est en train de voir un effort de décrédibilisation de Xi Jinping ou j'en sais rien, tu vois, mais parce qu'il commence à réaliser l'État profond, les globalistes qui contrôlent les médias et tout ça, qu'en fait, la Chine leur joue des tours aussi. Et donc, du coup, ils essayent, et c'est dans chaque pays, il y a les corrompus et il y a les bons. Et les corrompus représentent une infime minorité, vraiment. Il y a beaucoup moins de gens que ce qu'on croit qui sont corrompus. Il y a les très corrompus, il y a ceux qui savent mais qui ont très peur aussi parce que comme on a vu avec Seth Rich, ça leur coûte rien de tuer. Ils peuvent carrément lancer une guerre à ton pays s'ils sont pas d'accord avec toi en fait. Ils sont tarés. Et vous avez aussi ceux qui ne sont juste pas conscients de ce qui se passe du tout et qui suivent et qui font ce qu'on leur dit en fait. Donc petite précision quand même par rapport à ce que tu viens de dire, parce que là il est pas en train de dire que Xi Jinping c'est le meilleur gars du monde, mais parce que dans les gens, ce qu'il appelle les non corrompus, c'est ceux qui se battent contre la corruption, contre le deep state. Après tu peux être contre le deep state et pour autant avoir des ambitions dictateurs. Quand même, on fait pas partie de ceux qui vont dire que Kadhafi était un Superman gentil. Par contre, on peut dire que Kadhafi, il s'est tourné contre l'État profond et il l'a payé et son État l'a payé aussi. Saddam Hussein, loin de nous l'idée de dire que c'était un ange parce que des crimes, ils l'ont commetté. Par contre, il s'est tourné contre l'État profond et c'est pour ça que l'État profond, il s'est tourné contre lui. Donc, si vous voulez, c'est la situation, elle est ni blanche ni noire. Il y a pas de blanc ou de noir. Tout est un mélange des deux, en fait. Donc, voilà. Et c'est pareil. Quand on parle de la Chine, on parle de l'État profond chinois. Et on dissocie clairement, on dissocie les gens dans tout ça. Donc, parce que les gens, encore une fois, les représentants politiques représentent qu'eux-mêmes au final. Donc, voilà. Et leurs intérêts. Voilà. Bon, je pense qu'il y a 52 minutes, je pense qu'on peut couper cette pilule rouge qui était superbe. Et merci Rudy, vraiment merci. Bravo Rudy. Et ouais, c'est clair, c'est Rudy quoi. C'est Rudy Full HD. Là, c'est Rudy Ultra HD. Bon écoutez, merci les gars, je suis content que ça vous ait plu. J'espère que ça plaira aussi au public qui verra cette vidéo. Et on fait des bisous et puis on se voit pour le prochain live. Bye bye. Yes, bye bye.